Hello and welcome to Leadership Up Close. I'm Anne Lucas, the founder of Alta, and in each episode, I have a candid conversation with an impactful leader in Europe's tech landscape. They've got the t-shirt, they've got the scars, and they're here to share their insights and maybe even their secret sauce. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Lucie. Bonjour Anne, enchantée. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et ben moi aussi, que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Leadership Up Close, donc au micro. Et Lucie, moi, ton parcours, je trouve fascinant. Tu as passé 12 ans chez Content Square. Je pense que tu as tout vu du début jusqu'à l'hypercroissance, toutes les phases entre les US et la France. Et passer du product market fit aussi jusqu'à une organisation complètement globale, multiproduit. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est moins de ton parcours et plutôt de ce qui se passe vraiment quand une entreprise change d'échelle. Tu peux peut-être te présenter d'abord? Oui, avec plaisir. Vas-y, je te laisse te Donc, présenter, Lucie. Ok, parfait. Donc moi, c'est Lucie. Aujourd'hui, je vis à New York. Ça va faire 8 ans que je suis à New York. Effectivement, j'ai passé les 12 dernières années chez Content Square. Quand j'ai rejoint la boîte, elle venait de faire son premier million de chiffre d'affaires. Et quand je suis partie début janvier, elle était à plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires. Et la petite histoire marrante, c'est que la première fois que j'ai rencontré Jonathan Cherki, notre founder et CEO, c'était pour mon entretien d'embauche. À l'époque, j'étais un peu présomptueuse. J'avais dit: «Ah, je suis pas sûre que je vais accepter ce job parce que moi, je veux vivre à l'étranger». Et il m'avait dit: «Cette entreprise, va devenir un leader mondial. Les US, seront notre plus gros marché et donc si tu veux, tu pourras venir vivre à New York, dans le cadre du déploiement de Content Square». Et à l'époque, la boîte, c'était 10 personnes dans un tout petit appartement. Et donc, je m'étais dit: «Waouh, ça a l'air super, Mmh. mais je suis pas sûre d'y croire». Et quelques années plus tard, lui a déménagé aux Mmh. US et moi, j'ai suivi 1 an après. Voilà, pour la petite histoire. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de rester aussi longtemps? Je pense que c'est un mix de plein de choses. La première chose, je pense que c'est vraiment les gens. On a Mmh. construit au fur et à mesure des années une équipe incroyable chez Content Square et avec des liens très forts entre les gens. Et du coup, tu vois, le plaisir de venir travailler tous les jours avec des gens brillants et avec qui tu t'entends bien, avec qui tu inventes le futur de la boîte, c'était un truc très important pour moi. Et je dirais aussi, les phases successives de Mmh. transformation où en fait, heu, tu peux te dire que tu as passé 12 ans à faire le même job dans la même boîte, ou moi ma vision c'est plutôt que j'ai, radicalement changé de job tous les 2 ou 3 ans. Parce que quand tu construis le premier product Mmh. market fit, d'une, toute petite entreprise ou que, tu, transformes, ton produit en une plateforme multiproduit, ou que tu ouvres cette plateforme à des au segment SMB et mid-market en créant des logiques beaucoup plus product-led growth. En fait, vraiment, le contenu de ton travail, les enjeux changent tellement qu'il y a une nécessité de se réinventer. Et tu vois, ça crée un challenge et une curiosité intellectuelle qui sont géniales, quoi. Mmh. Et à quel moment tu as vu l'entreprise vraiment changer de nature? À quel moment tu t'es rendu compte que là, on n'est plus une start-up, on est vraiment d'une phase, on a scalé, on a peut-être des équipes différentes, une culture qui a commencé à changer aussi? Je pense, il y a eu un premier milestone, quand on a fait la série A avec, Highland, où on a, levé, 20 000 000, ce qui était énorme pour une série A. Et en fait, ça a été un gros basculement pour Content Square, parce que Content Square, c'est une entreprise qui a énormément levé d'argent et qui est connue pour ça. Mais, les premières années de Mmh. Content Square, elles sont quasiment bootstrappées. Il y a eu un petit peu de, friends and family au tout début de Content Square. Mais ensuite, pendant 3 ans, c'est une boîte qui est complètement autofinancée, enfin qui est financée par ses clients. Et du coup, de passer de l'autofinancement à un investissement de 20 millions, déjà ça valide la thèse de l'entreprise et ça valide l'ambition et la vision de John, qui est quelqu'un d'extérieur qui croit aussi fort dans le projet. Et ça donne un effet d'accélération énorme. Et c'est la première marche, je dirais,
qui était qui était très haute et ensuite toutes les marches elles sont de l'accélération sont devenues un peu plus, naturelles. Ensuite, il y a eu, Mmh. je pense 2021, et le Covid, qui a, complètement, transformé, le rapport des gens, au digital, qui a forcé tout le monde à, réserver, faire ses réservations de docteurs en ligne, acheter, ses produits du quotidien en ligne et donc du coup, nous, nos clients qui sont, les équipes en charge des sites web et en charge de la stratégie digitale, dans ils sont passés d'être, peut-être, 10 ou 15 ou au mieux 20 du chiffre d'affaires des entreprises à parfois être 100. Et donc il y a eu un effet de projecteur énorme, sur, le digital et l'investissement dans le digital et nous, du coup, ça a été, on est passé d'une accélération très forte à une vraie phase, d'hypercroissance avec des croissances, au-dessus de, 100 pendant, plusieurs, années. Et je dirais qu'ensuite, 2023, hem, c'est un petit peu le retournement du marché où on commence à, les marchés, les investisseurs, réfléchissent beaucoup plus en termes de profitabilité qu'en termes, d'hypergrowth. Donc pour nous, c'est un gros basculement parce que c'est le moment où on commence à réfléchir à, comment on devient profitable et rentable plus rapidement que ce qu'on avait imaginé et c'est aussi le moment où on transforme le produit avec beaucoup plus product led growth motion, et où on démarre la transformation AI. Donc c'est une autre grosse phase de transformation pour Content Square. Oui, donc on n'est plus forcément dans une phase d'hypercroissance, mais il y a quand même une course vers l'IA. On est tout enfin, je Oui, pense que toutes les ouais, ouais, boîtes, dans du B2B ont besoin de justement d'être pertinentes vis-à-vis de l'AI dans le marché. Donc c'est un peu une course complètement. quand même, une pression sur investisseurs comme sur les boîtes et sur les équipes. Complètement, Mmh. ouais, ouais, exactement. Mais en fait, cette pression-là, tu as 100 raison, c'est aussi une course et la profitabilité aussi, c'est une course. Parce qu'en fait, le marché dit, te donne pas énormément de temps, pour complètement réinventer ton modèle, tu vois? Donc tu demandes à tes équipes, en fait, de prendre des virages, assez serrés à chaque fois et ça, c'est un truc qui est hyper important, tu vois, dans des entreprises qui grandissent très vite ou qui se transforment très vite c'est ta capacité à continuer à prendre des virages, serrés rapidement en embarquant les gens avec toi, ouais. Et quand une boîte scale de 10 personnes à 1 500 personnes, qu'est-ce qui change vraiment de l'intérieur? Et pour toi aussi en tant que leader, j'imagine que tu as dû Ouais, ouais, évoluer en même temps, en parallèle avec l'équipe et la boîte? bien sûr. Bah, je pense la première chose qui change, c'est ce dont je te parlais un petit peu tout à l'heure avec la série A, c'est l'ambition ou en tout cas la validation de l'ambition, tu vois? À chaque étape, à chaque fois que tu deviens plus gros, tu te dis tu vois, moi, la première fois que John m'a dit: «On va devenir leader mondial», je me suis dit: ça a l'air chouette», mais j'y croyais pas, tu vois? Pour être très honnête. Mmh. Au moment de la série A, déjà, j'y crois un peu plus et Mmh. quand en 2019, on rachète notre plus gros concurrent, qui est, positionné enfin, tu vois, qui a, 80 de son business aux US, là, je me dis: «Bah, ouais, bien oui, on va le faire, en fait. On va Mmh. devenir le leader mondial», tu vois? Donc il y a une espèce de confiance, qui s'installe au fur et à mesure et qui est très chouette. Il y a une capacité d'exécution aussi qui se démultiplie, tu vois? Quand, je Mmh. repense aux premières années de Content Square, une ambition énorme, tu as envie de faire énormément de choses, mais tu es extrêmement contraint par tes ressources et quand tu Mmh. commences à être 500, 800, 1000 personnes, quand tu commences à avoir des équipes, engineering, product et design qui font, 450 personnes, tu as une capacité d'exécution et d'avancer, qui est, incomparable. Donc ça, c'est vraiment, Mmh. tu vois, c'est vraiment les effets, hyper chouettes, de, l'hypercroissance. Et après, tu as des vraies transformations qui s'opèrent, tu vois? Qu'à l'époque, où on était 10 quand moi je suis rentrée chez Content Square, tu as, des profils couteau suisse avec des histoires, très atypiques, des profils Mmh. très entrepreneuriaux. Et quand tu commences à scaler, tu attires énormément de gens, qui sortent du, BCG, de McKinsey, ou qui ont participé à des, tu vois, qui ont travaillé, j'en sais rien, chez Google, chez Microsoft. Le type de profil, que tu attires et dont tu as besoin, est aussi, assez différent. Je dirais qu'un autre truc qui change pas mal aussi, c'est la relation entre les gens. Au tout début, ben, tu te considères, ce mot de famille, il est un peu ambivalent, mais tu te considères Mmh. quasiment comme une famille
et puis petit à petit, en fait, tu deviens une entreprise. Donc ça, c'est aussi un changement, qui peut être un peu difficile à gérer, notamment pour les gens qui étaient là, au 1er jour, tu vois? De Mmh. passer de, travailler avec tes meilleurs potes à, travailler avec, des collègues que tu apprécies, que tu respectes et cetera. Mais c'est quand même pas les mêmes, dynamiques. Et ensuite, je Et dirais que, tu as forcément beaucoup plus de process, beaucoup plus de documentation pour arriver à faire avancer une machine plus grosse et par rapport à ce que je te disais tout à l'heure aussi, ça devient, le coût de la conduite du changement est plus élevé. Ça devient plus dur de pivoter et ça demande beaucoup plus d'efforts de se transformer, en fait, je dirais. c'est une machine plus lourde, j'imagine et justement, enfin, tu Exactement, ouais, ouais, décrivais un c'est petit ça. peu, tu vois, la complexité, ça veut dire qu'il y a plus de process, des décisions qui deviennent plus distribuées, des profils différents qui apportent des prismes ou des raisonnements différents. Est-ce que ça commence à impacter la vitesse ou la clarté des décisions, tu penses, quand tu as des phases de complexité comme ça? En tout cas, oui, de toute manière, plus tu grandis, plus c'est difficile de maintenir la vitesse. Donc ça veut Mmh. pas forcément dire que, tu renonces à aller vite, mais par Mmh. contre ça demande un effort important sur ton organisation et sur tes ways of working pour être capable de maintenir, cette vitesse-là. Et je pense que il faut être conscient, il faut faire des choix. Tous les sujets ne peuvent pas aller, aussi vite que ce qu'ils Mmh. allaient, au début de la boîte. Et donc je pense que ce qui devient important, c'est d'identifier des sujets sur lesquels c'est hyper important d'aller très vite. Tu vois, on parlait de la transformation AI. Nous, ce qu'on a fait chez Content Square, c'est qu'on a isolé une équipe. Donc on a créé, ce qu'on a appelé un AI Accelerator. Mmh. Et c'est une équipe qu'on a, en fait, isolée, de plein de process et de plein de rituels pour leur permettre d'aller, beaucoup plus vite. Le problème, Mmh. en fait, c'est que quand tu crées cette autonomie, tu crées aussi plus de distance avec, le reste de l'équipe. Donc c'est hyper important de le faire sur des sujets, critiques parce qu'après tu sais qu'il va falloir remettre du liant. Si tu commences à avoir, je sais pas, 10 swim lanes, qui s'écartent les unes des autres, ensuite c'est hyper compliqué de ramener tout le monde, au même endroit. Mais ça, Mmh. voilà, donc pour garder de la vitesse, enfin, il faut accepter qu'à certains endroits, tu vas aller moins vite et faire les choses beaucoup mieux, de manière beaucoup plus pérenne et qu'à d'autres endroits, tu as besoin d'aller très vite et tu vas identifier ces équipes-là et leur donner une organisation, particulière. Et il y a eu des acquisitions aussi, là. Ouais, J'imagine qu'en même temps, c'est un accélérateur, mais c'est aussi un moment d'intégration qui doit prendre un petit peu de temps. Comment ça complètement. t'a impacté toi et tes équipes, ces acquisitions? Je pense que tu l'as très bien décrit. Ce qui est ambivalent avec une acquisition, c'est que ça a à la fois un effet d'accélération très fort et Mmh ça a mh. aussi un effet de ralentissement, en même temps. L'accélération, c'est évidemment, tu vois, quand on rachète, ClickTale, on double quasiment notre chiffre d'affaires. Là, tu as un effet d'accélération énorme en termes de revenus, mais pas que en termes de revenus. Je dirais que ça a aussi un effet d'accélération très fort en termes de discovery. Et ça, c'est hyper Mmh. important d'un point de vue produit. Parce que tu vois, le jour où on rachète ClickTale, ClickTale travaille avec les plus grosses marques aux États-Unis, il travaille avec, T-Mobile, Home Depot, Disney et donc tu as accès Mmh. tout de suite, à, des clients, qui sont exactement ta cible, qui ont déjà un usage du produit et donc ça te Mmh. permet de gagner 2 ou 3 ans sur ton product market fit et sur ta compréhension du marché et ça, c'est extraordinaire. Par contre, ensuite, effectivement, tu as des logiques d'intégration. Tu as, évidemment l'intégration des produits, tu as l'intégration des go-to-market engine et tu as, l'intégration des cultures aussi. Et Mmh. ça, c'est des process qui sont plus longs, que nous, chez Content Score, on a toujours essayé de faire le plus rapidement possible, en se donnant des timelines, très agressives, pour essayer de, passer ces phases d'intégration qui sont pas marrantes, le plus rapidement le plus Et avec le recul, c'est toujours bien d'avoir un peu de recul, quelles sont les erreurs, classiques, que tu as vues ou que tu as toi-même faites en phase de scale? Je dirais que, la plus grosse difficulté de l'hypercroissance et du scale, c'est le recrutement. Mmh. Parce qu'en fait, tu vois, nous, on a eu, plusieurs années chez, Content Square où on a doublé la taille des équipes, chaque année. Et donc en fait, tu as plusieurs effets qui sont à l'œuvre à ce moment-là.
tu vas avoir, tu as tes managers qui passent énormément de temps à recruter, qui vont peut-être passer entre 5 heures et 10 heures par semaine sur du recrutement, ce qui est énorme. Oui, Et du coup, énorme, ouais. ce temps passé sur du recrutement, c'est du temps que tu passes pas sur les projets et que tu passes Mmh. pas à coacher les gens qui sont dans tes équipes. Donc tu crées déjà Oui. un déséquilibre, entre l'acquisition et la rétention, de tes profils. Ensuite, quand tu recrutes de tels volumes, c'est très difficile de maintenir, la qualité de recrutement et c'est très difficile de pas faire d'erreur. Et parce que tu as des objectifs de recrutement qui sont tellement élevés, c'est aussi difficile de reconnaître quand tu as fait une erreur. Parce qu'en fait, ça t'a pris tellement de temps de trouver les bons profils, les onboarder qu'après, ben, tu vois, ça demande, c'est un énorme biais, en fait, tu as envie que ça marche. Donc je dirais que, bien gérer cette phase de recrutement, c'est essentiel, dans une scale-up et donc il faut arriver à, structurer très tôt, je pense, les process de recrutement et là, je pense que les RH, ont un rôle à jouer, tu vois, de coaching, des équipes sur être hyper clair sur les skills qu'on cherche, sur les valeurs qu'on a dans l'entreprise, avoir, tu vois, des questions qui permettent de tester ça de manière efficace, que tu vas utiliser dans tous tes entretiens. Comme ça, tu as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, tu passes moins de temps aussi sur la préparation de tes entretiens, tes profils sont plus comparables et ensuite, une fois, que les profils sont onboardés, évidemment investir dans un système d'onboarding qui marche, tu vois? Ça, c'est aussi hyper important et ensuite avoir une culture du feedback très forte. Parce que très souvent, en fait, les recrutements sont ratés parce que tu rates les premiers mois en termes de guider les personnes, de leur donner du feedback sur la manière de travailler et cetera, tu vois? Donc, je pense qu'avec une approche du feedback beaucoup plus structurée, tu peux arriver à être, beaucoup plus Mmh. successful et ensuite un vrai système de management de la performance et là aussi, je pense que les RH ont un rôle à jouer parce elles sont un peu moins la tête dans le guidon, de vraiment aider les managers à penser à dans leurs équipes, Mmh. qui sont les gens qui sont, moins adaptés à la taille de la boîte, tu vois? Des anciens, mais aussi parmi les nouveaux recrutements, qui sont les gens qui y arrivent pas, quel est le plan pour qu'ils y arrivent et si ça marche pas, Mmh. accepter de se séparer, au bon moment, tu vois? Pour, Mmh. de pas te retrouver dans une situation où, tu as gardé pendant 1 an ou 2 ans quelqu'un avec qui le fit était pas bon et c'est OK de faire des erreurs et à la fois pour l'entreprise et pour l'employé, c'est hyper Ouais. important de reconnaître ce truc-là le plus tôt possible. C'est vrai que, tu vois, on a tendance un petit peu à sous-estimer, bah, déjà le temps que ça prend pour recruter. C'est une énorme bande passante qu'on demande à des leaders, de leurs fonctions. C'est du temps qu'on récupère pas, qu'on investit dans les équipes et c'est aussi important, enfin, tu l'as dit, c'est important de reconnaître les erreurs. C'est autant pour Mmh, l'employé que pour la boîte. Si c'est pas le bon fit, c'est important de le savoir très vite et d'autre part, je pense qu'il y a aussi une question de tu vois, de reconnaître le talent, de mmh, reconnaître assez rapidement les high potential pour leur permettre justement d'accélérer très vite au sein de la boîte. C'est peut-être je sais pas si ça s'est beaucoup fait chez Content Square, mouais, complètement. mais c'est facile d'être dépassé, en fait, par le rythme de: «On doit recruter, on doit recruter, on doit intégrer, on doit intégrer». On fait des acquisitions, on va très vite et en fait, des fois, le high potential, il peut être un peu perdu dans le système. Complètement. Bah, complètement et tu vois, c'est ce que tu dis, je pense que ça complète, le sujet que j'évoquais où, si tu passes, tu sais, en fait, c'est comme dans le business, si tu passes tout ton temps et tu mets toute ton énergie à acquérir des nouveaux clients, mais que tu mets pas du tout d'énergie à retenir tes clients, en fait, ton business, il marche pas parce que, tu as un CAC to lifetime value, qui marche pas et ça, c'est quelque chose que tous les business comprennent très bien, tous les CEO comprennent très bien, mais c'est exactement la même chose pour tes people. Si tu mets Mmh. énormément d'énergie à attirer des top talents, mais qu'ensuite tu investis pas dans ces talents, tu les aides pas à se développer et effectivement tu as pas un carrière pass pour eux, des accélérateurs, en fait, tu vas les perdre. Donc c'est tu mets en fait de tu essaies de remplir un tonneau percé et c'est c'est un je pense une des grosses erreurs que tu peux faire dans le scale, de pas suffisamment investir, là-dedans. Je dirais qu'une autre erreur, qui est difficile à pas faire dans le scale, c'est que, ça va très vite en fait de se concentrer plus sur les challenges internes et les besoins internes que, les besoins de tes clients et l'évolution du marché. Et ça, c'est une tension permanente
parce que tu vois, justement, tu as toutes ces problématiques de recrutement, toutes ces problématiques de faire grandir tes talents. Tu as une organisation qui devient de plus en plus complexe. Tu pas encore, les process des grands groupes qui permettent de Mmh. huiler la machine et donc en fait, ça va très vite de passer plus de temps à essayer de résoudre tous ces problèmes internes, de continuer à passer énormément de temps avec tes clients pour comprendre comment tu crées de la valeur pour eux et à regarder comment ton marché est en train d'évoluer. Et ça, je pense qu'en tant que leader, c'est quelque chose qu'il faut avoir tout le temps en tête. Tu vois, quitte Mmh. à se poser toutes les 2 semaines et à se dire: «Attends, comment est-ce que j'ai investi mon temps sur les 2 dernières semaines et est-ce que j'ai un équilibre favorable entre l'interne et l'externe?» Mmh. Et toi-même, tu as eu plusieurs rôles chez Content Square, donc tu as réussi à te réinventer, changer d'environnement et en même temps la fonction produit, c'était une fonction qui était, bah, surtout en France par rapport aux US. Ouais. Je sais bien que tu étais aux US, mais c'est une fonction qui s'est développée ces dernières années, je dirais cette dernière, je sais pas, les 8 dernières années en France. Comment toi tu as réussi à évoluer et à apprendre ce métier de product, de chief product? Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ça a été c'est un des gros challenges effectivement. En fait, ce qui est marrant, c'est que donc moi j'ai démarré mes 6 premiers mois chez Content Square, j'étais Customer Success Manager Mmh et mh. 6 mois après mon arrivée, John m'a demandé de, créer l'équipe produit. Donc moi, j'ai vraiment, appris à marcher en marchant, hein. Tout de suite, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a recruté un product manager senior et un designer senior dans l'équipe, et je pense que ça a été hyper important, tout le temps. Ça a été de toujours recruter des gens, de pas enfin, je vais le dire autrement, de pas avoir peur de recruter des gens plus seniors que moi ou des gens plus experts que moi. Et de leur laisser de la place dans l'organisation, et de d'apprendre, en fait, de ces personnes-là. Parce que si tu recrutes des gens qui sont plus seniors ou plus experts que toi, mais que tu leur laisses pas la place ou que tu es pas dans une logique permanente d'apprendre de ces personnes, en fait, ça sert un petit peu, à rien. Et donc on Mmh. a toujours construit l'équipe produit, comme ça, en allant chercher, des skill sets très forts qu'on a soit recrutés, soit, Ouais. intégrés, je dirais, via, acquisition. Tu vois? Typiquement, Mmh. Hem, ça avait toujours été, dans l'ambition de Jonathan, d'avoir un produit qui s'adressait aussi au mid-market et au SMB, parce que Content Square à la base, c'est un logiciel, Ouais. très enterprise et du coup, l'acquisition d'Hotjar a été un énorme accélérateur parce que, les équipes Hotjar, c'était des équipes qui avaient un mindset SMB, un mindset product-led growth, très Mmh. self-serve oriented et donc en fait, quand tu fais une acquisition comme ça et que tu accueilles entre guillemets dans ton équipe 35 personnes, qui ont, ce mindset-là, ça fait forcément bouger les lignes, tu vois, dans tes Mmh. équipes et je pense que ce qui est hyper important à ce moment-là, du coup, c'est de leur faire de la place et d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre de ces nouvelles personnes qui viennent te rejoindre, tu vois? Mmh. Donc ça, être dans cette logique d'apprentissage permanent, je pense que ça a été hyper important. Je pense qu'un autre truc quand on veut grandir au sein d'une entreprise, c'est de pas avoir peur de changer d'avis et de se Mmh. dire que, en fait, quand tu changes d'avis, c'est un moment génial. Parce que ça veut dire que tu as obtenu des nouvelles informations, que peut-être tu avais un blind spot que maintenant tu n'as plus, peut-être qu'il y a eu une énorme évolution sur le marché et donc en fait, se remettre en question, changer d'avis, changer son organisation, changer ses méthodes de travail, c'est pas, une manière de se dédire, au contraire, c'est une manière Mmh. d'évoluer. Et ça, je pense qu'en tant que jeune manager, parfois, c'est difficile parce on peut avoir l'impression qu'on se contredit, alors qu'en Ouais. fait, être capable de changer d'avis, quand on obtient des nouvelles informations, des nouveaux insights ou que la situation a changé, c'est, absolument, critique. Et après, moi, j'ai eu la chance d'être entourée de gens, très seniors, dans d'autres fonctions, notamment dans les fonctions de go to market chez Content Square et donc j'ai eu aussi beaucoup de mentors, Mmh. chez Content Square qui m'ont beaucoup aidée à grandir, qui venaient d'entreprises plus grandes, qui avaient, 20 ou 30 ans, d'expérience et qui, du coup, tu vois, m'ont énormément nourrie, et m'ont beaucoup aidée à prendre du recul et à mieux comprendre les enjeux, en fait. Mmh, d'accord. Et donc là, tu tournes une page, c'est un peu le moment de bascule, donc après 12 ans, qui t'a fait dire que c'était le bon moment de partir? Et je pense que ça a été vraiment, la situation et l'opportunité. Déjà, je pense qu'il y a cette logique où, tu vois, c'est ce que je te disais, de se réinventer en permanence.
et une espèce de logique de cycle de 2-3 ans, tu vois? Et Mmh. donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet, je suis partie en congé, maternité et Félicitations. j'avais positionné quelqu'un de mon équipe sur un en intérim sur le job de, Chief Product Officer. Parce que c'était hyper important pour moi que les équipes, elles puissent continuer à avancer pendant que j'étais pas là, que les décisions puissent continuer à se prendre, que le produit continue à être représenté au COMEX, que, mes managers, mes leaders, aient encore quelqu'un pour les coacher et les manager, tu vois? Donc c'est hyper important pour moi, d'être remplacée et en fait, ça s'est hyper bien passé. Moi, le fait de pas être, de pas être 100 dans Content Square pendant 3 ou 4 mois, ça m'a aussi fait réfléchir à, ce dont j'avais envie et donc du Mmh. coup, ça a amené assez naturellement une conversation sur, c'est peut-être le moment d'engager une transition, Mmh. c'est, le bon moment pour moi, de faire autre chose et poursuivre un rêve que j'ai depuis longtemps, et c'est aussi le bon moment pour l'équipe, en fait, d'avoir un nouveau leadership. Parce que, tu vois, moi, en 12 ans, j'ai donné à l'équipe tout ce que j'avais à lui donner en termes de culture, de Mmh. ways of working et donc d'avoir quelqu'un de nouveau avec une fresh perspective, c'est aussi chouette pour eux. Oui, c'était un super chapitre. C'est bien Mmh. toutes les bonnes choses ont une fin et je pense que tu as raison. Au bout d'un moment, c'est bien aussi de se réinventer, de prendre les learnings de toute cette expérience et de les adapter ou les apporter ailleurs dans un autre environnement. C'est aussi pour toi, c'est, un peu un renouveau, Exactement. une nouvelle aventure. Et j'imagine que l'IA doit beaucoup impacter, je sais pas comment tu considères ou comment tu envisages les tailles idéales des équipes? Enfin, toi, tu as vécu toute petite équipe, un petit noyau d'équipe, jusqu'à des très grosses équipes, des intégrations, des comme tu disais 35 personnes qui arrivent, vis-à-vis de l'acquisition de Hotjar. Donc aujourd'hui, comment tu envisagerais l'IA et la taille idéale d'une équipe? Je pense que c'est une très bonne question et ça, on ne sait pas, on ne sait pas encore quel est le ratio. Mmh, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, une équipe de 50 personnes, hyper bien, équipée en IA, tu vois, avec des workflows, AI native, vraiment, tu vois, peu importe la suite de gens que tu utilises, que ce soit, Claude Cowork, que ce soit Dust et cetera, tous ces outils, en fait, qui sont, des énormes accélérateurs, de productivité. Une équipe de 50 personnes aujourd'hui, elle peut sûrement faire le travail là où avant tu avais besoin de, je sais pas si c'est 200, 300 ou 500 personnes, tu vois? Et je Mmh. pense qu'aujourd'hui, on sait pas encore, le niveau de enfin, ce ratio-là. Et donc du coup, moi, aujourd'hui, je concentre ma recherche beaucoup sur des boîtes, entre, 50 et 200 personnes parce Mmh. que du coup, tu as un effet d'accélération à cet endroit-là, qui était moins possible avant et je pense que, tu vois, tout ce que moi j'ai appris en termes de structuration, de scale et cetera, ça peut être, là où avant peut-être que c'était à 200 ou 300 personnes que tu voyais ces effets d'accélération, là aujourd'hui tu peux les voir potentiellement déjà sur une équipe de 20 ou de 50 personnes et c'est aussi beaucoup plus facile d'implémenter des nouvelles méthodes de travail, tu vois? Mmh. Des équipes un peu plus petites, Et c'est vrai que, enfin, je pense qu'il y avait enfin, moi, je le vois un petit peu partout dans toutes les tailles de boîtes. Les lignes ont vraiment bougé. C'est devenu très flou entre qu'est-ce qui appartient au produit, à la ouais. tech, au go to market, enfin, au sales, au marketing. C'est devenu tellement flou que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de repenser leur organisation parce que c'est pas forcément optimum. Et c'est Mmh. peut-être une question de cas par cas. Il y a peut-être des équipes produits qui sont très, très impliquées dans le développement du produit sans avoir l'interaction de développeurs ou de l'équipe tech et d'autres moins. Donc je pense que c'est peut-être pas une one size fits all. C'est peut-être Mmh. justement, c'est cas par cas selon les entreprises et selon, ce que l'intelligence artificielle peut apporter. Complètement. Mmh. Et je pense que les équipes produits les plus performantes pré-IA, c'était déjà des équipes produits qui avaient une collaboration extrêmement forte entre le product manager, le designer et le lead engineer. Pas des Mmh mh. produits qui travaillaient en cascade, tu vois? Avec un product manager qui fait ce qu'il a à faire, puis un designer, puis un ingénieur. Donc je pense que ces équipes-là qui sont habituées à avoir une collaboration très, très forte, c'est des équipes qui avaient déjà commencé à, blur the line, tu vois? En Ah termes oui. de responsabilité et je pense que là, l'AI est en train de encore plus accélérer
parce qu'aujourd'hui, Mmh. un product manager, il peut faire un prototype, un designer, il peut, coder lui-même son, design system et Mmh. en fait, les équipes qui étaient résistantes à cette collaboration et qui avaient besoin d'avoir un handover très fort, des limites très fortes entre les périmètres, c'est des équipes pour qui ça va être plus dur, Mmh. d'aller vers cette adoption de l'AI. Les équipes qui étaient déjà dans une énorme collaboration et qui étaient déjà obsédées par l'outcome client, peu importe qui fait quoi, sont des équipes Mmh. qui vont arriver à évoluer aussi, beaucoup plus vite dans ce nouveau, paradigme. Donc Lucie, est-ce que tu as parlé, d'un rêve? Tu as un moment un petit peu de repenser où tu vas ajouter de la voilà, avoir de l'impact, apporter toute ton expérience d'hypercroissance et de produits. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier où tu penses que ça va justement bien être, bien résonner avec ton parcours et être un bon fit? Je focalise vraiment ma recherche sur, la santé, Mmh. donc tout ce qui est, health tech, parce que D'accord. je pense qu'on est à un moment, critique, un moment vraiment de basculement, pour ce secteur-là. L'IA permet de faire des choses en santé et de résoudre des problèmes qui étaient quasiment, insolubles, avant. Je dirais l'augmentation de la qualité des modèles, le fait que, on comprenne de mieux en mieux comment ils marchent, comment est-ce qu'on peut mesurer et évaluer la qualité des outputs de l'IA, Mmh. rendent l'IA de plus en plus applicable dans la santé parce que, le coût de tu vois le coût de se tromper, quand tu, fais, des recommandations, UX comme chez Content Square versus le coût de se tromper quand tu fais des recommandations sur la santé des gens, il est extrêmement différent et du coup, le fait que maintenant on soit beaucoup plus en maîtrise sur, créer des IA safe avec de mesurer la qualité des outputs, permet, d'avoir des produits, hyper pertinents, hyper qualitatifs. À côté de ça, je pense qu'il y a une maturité du marché, que ce soit du point de vue des soignants, ou du point de vue des patients qui sont très en Mmh. demande, d'utiliser, ces produits-là. Et tout ça, en fait, ça crée un écosystème hyper favorable à l'innovation. Et tu vois, je me dis, quand tu réfléchis, en fait, aux choses qui ont le plus d'impact dans la vie des gens, la santé et le fait de rester en bonne santé ou le fait de revenir en bonne santé quand tu as eu une maladie, c'est peut-être la chose la plus impactante, sur la vie de quelqu'un et donc tu vas utiliser tout ce que j'ai appris en termes de, développement de technologie, d'IA, de scale, de croissance le mettre au service d'un outcome, aussi, concret, c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose Mmh. qui m'anime beaucoup en ce moment. Et il y a plusieurs, sujets là-dessus, donc je pense que enfin, tu as raison, il y a une énorme valeur à ajouter. On vit dans un monde où on fait tous beaucoup de choses, on jongle, on multitask, tout le temps. La santé, c'est important et en même temps, on a besoin que ce soit je dirais que le flux pour nous en tant que consommateurs, des outils de santé, de toute l'information santé, ce soit le plus fluide possible, le plus Bien rapide sûr. possible. Donc c'est vrai que quand il y a des solutions comme, Doctolib, des solutions comme Alan où tu vois, tu peux prendre un rendez-vous très rapidement, tu es remboursé très rapidement par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, tu vois, d'autres systèmes. C'est vrai qu'il y a et j ça, c'est juste une petite partie de la health tech. Il y a beaucoup d'autres applications, mais c'est vrai qu'il y a énormément à ajouter et aux US, c'est un très gros marché en plus par Ouais, rapport à complètement, complètement. Et l'avantage aux US, c'est que, comme c'est un marché qui est drivé par les assurances, mmh, c'est un marché qui est, ça a plein d'inconvénients, mais c'est un marché qui est très pragmatique et qui du coup teste l'innovation aussi, très rapidement. Parce que tu vois, les mmh, assurances, il y a énormément de produits, par exemple, qui vont parce que tu as un soin continu, par exemple, parce qu'on t'aide à, réguler ton diabète, parce qu'on t'aide à réguler tes douleurs, au dos, tu vois, en faisant des thérapies physiques on va éviter l'obésité ou on va éviter la chirurgie et donc en fait, les assurances, elles préfèrent dépenser, 200 par an pour ton abonnement à une plateforme, mmh. plutôt que des dizaines de milliers de dollars, pour ton traitement de l'obésité ou pour ta, chirurgie Plutôt dans et la ça prévention que le exactement, soin. exactement et ça, c'est un système qu'on commence à voir arriver aussi, en France, où tu parlais Mmh, de Doctolib, mais tu vois, par exemple, Doctolib, c'est fascinant la manière dont ils sont en train de se réinventer, où ils sont en train de passer d'une plateforme de prise de rendez-vous à vraiment une mmh, plateforme d'accompagnement des soignants, pour les mmh. libérer de toute la charge administrative et une quoi de plus en plus
plateforme, pardon, d'accompagnement des patients avec de plus en plus d'apps compagnons, tu vois, qui vont permettre une sorte de continuité du care, en fait. Entre 2 Ouais. rendez-vous chez le médecin, tu vas pouvoir poser des questions que tu as pas pu poser ou tu vois, tu as des nouveaux symptômes, tu vas pouvoir poser des questions. Tu vas Mmh. pouvoir, vraiment entre ces et on sait en France le temps que ça peut prendre entre 2 rendez-vous, d'avoir cette aide et cet accompagnement et de savoir que tu es soutenu en continu, je pense que ça peut, avoir un impact énorme, sur la santé des gens. Ah bah, je vois que tu as déjà fait un petit peu le virage vers la health tech. Je ressens déjà la passion, tu es déjà prête à onboarder. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lucie pour cet échange, très concret. J'ai vraiment beaucoup apprécié la conversation et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Je pense que tu as un parcours incroyable, chez Content Square, et c'est rare tu vois, de voir quelqu'un qui était là, au début, qui avait toutes les croissances et qui en même temps n'était pas ici en France avec, l'équipe, tu vois, mais qui est quand même C-level. Je trouve ça franchement, intéressant. Donc je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès et puis Merci. on se dit à très bientôt. Merci pour tout, Anne, et merci pour la super conversation.